Très heureux de vous retrouver, Madame et Messieurs, pour cette nouvelle édition de Journal Magazine sur vos antennes. Une édition fournie comme tous les dimanches avec des rétrospectives, dossiers et chroniques. Nous serons dès l'ouverture de ce journal en province où nos reporters ont récolté des informations importantes à vous présenter. Et c'est tout de suite dans la première partie consacrée à l'actualité. Magazine. Passer 2 jours dans les bourbiers avant d'atteindre sa destination, c'est le nouveau calvaire des transporteurs qui empruntent la route nationale numéro 3 entre Bukavu et Kisangani. Nos reporters sont descendus sur place. Leurs images peuvent se passer de tout commentaire. Regardez. L'Union des associations des transporteurs et opérateurs économiques Bukavu-Kisangani, en passant par Bunyakiri-Ombo, alerte sur la dégradation très avancée du tronçon routier Miti-Ombo sur la route nationale numéro 3. Impossible aujourd'hui d'arriver à Ombo, à la limite des territoires de Calais au sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Les camionneurs passent plusieurs jours embourbés dans les chapelets des bourbiers à partir de Chepadiri, situés en plein parc national d'Ikaouzi-Biega, au point kilométrique 25 de Miti, comme le précise ici le coordonnateur provincial de cette association, le révérend pasteur Jean-Luc Bonané Kakignan. Donc rien à expliquer pour le moment. Si vous passez là-bas, vous pouvez aussi pleurer de ce qui se passe. Donc les camionneurs ne fréquentent plus cette route. Il n'y a pas de passage. Et la population vraiment continue à souffrir. Nous voulons que notre gouvernement nous accompagne et nous aide pour que la route soit quand même praticable. Les usagers, les transporteurs, les humanitaires et autres sollicitent l'intervention des autorités locales, provinciales et nationales pour que ce tronçon routier soit réhabilité. Les transporteurs comptent voir le directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Anissé Kake Satamukombo, qu'il soit leur intermédiaire entre le gouvernement provincial, central et le FONER. Cette route se trouve aujourd'hui dans cet état suite au manque d'entretien permanent après sa réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réhabilitation de cette route serait une solution durable pour mettre un terme aux souffrances des populations des territoires de Calais au sud Kivu, Walikale au nord Kivu et Lubutu au Maniema jusqu'à Kisangani. Cela n'est donc plus un secret pour personne. La problématique du transport et de l'enclavement dans certains coins du pays demeure l'une des plus génériques que connaît la République démocratique du Congo dans son processus de développement. On parle fréquemment des infrastructures routières, mais la situation est encore plus alarmante dans le secteur aérien. Notre chroniqueur, Edith Chala, tire la sonnette d'alarme. Aucun développement n'est envisageable dans un environnement enclavé, et pourtant, c'est ce que sont devenues de nombreuses provinces de la République démocratique du Congo. Comment atteindre les 145 territoires du vaste programme du gouvernement alors que la route a été oubliée il y a bien des décennies? Le chemin de fer, construit pour obéir à une logique prédatrice, n'a enregistré aucune réorientation. Le transport fluvial ou lacustre n'étant pas suffisamment exploité, le seul moyen de transport qui s'est développé en fonction de l'activité économique réelle du pays, c'est le transport aérien. Un transport qui est encore un luxe qui ne peut s'offrir tout Congolais. La joie du juste prix n'a été que de courte durée. Les aéronefs sont de plus en plus rares. Congo Airways ne compte plus qu'un seul avion pour desservir 26 provinces. Et la situation des quasi-monopoles n'est jamais profitable aux consommateurs. CAA, Air Kasai, Gomer, dans les limites de leurs moyens, desservent les villes. Au regard du besoin, c'est devenu un parcours de combattants se trouver une place dans un avion. Le spectacle au check-in d'avant-embarquement est révélateur du stress des voyageurs. En plus, les infrastructures aéroportuaires sont surannées. Le secteur est très malade. Il faut vite agir pour le sortir du coma afin de donner des ailes au vaste programme de développement à la base des 145 territoires. C'est un dimanche ordinaire pour certains, mais très spécial pour les chrétiens du monde qui célèbrent ce jour la naissance de Jésus-Christ. La Pâque a bien vécu dans différentes églises. Notre rédaction, qui a fait circuler sa caméra, nous rapporte les faits dans quelques églises de la capitale dans ce reportage commenté par Romain-Marie Lelo. Alléluia, 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 alléluia. Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité. Il est vivant, il a vaincu la mort. Tel est le message véhiculé à l'occasion de la fête de Pâques, la libération du genre humain.
Cette solennité a commencé dans l'Église catholique par la veillée pascale, et ce, pour commémorer la résurrection du Christ. Le pape n'a pas dérogé à son devoir pontifical, celui d'accorder la traditionnelle bénédiction à tous les chrétiens, d'abord dans la ville de Rome, ensuite dans le monde entier. Urbi et Orbi, exultet, annonce de la Pâque. Mbondaya Pasika a été au rendez-vous. Une prière au cours de laquelle l'univers reconnaît la grandeur de Dieu, Alpha, Oméga. En la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe, le président de l'Eucharistie, le père Alphonse Mbouyi, a dans son homélie fait mention du Christ en tant que lumière du monde. Lumière symbolisée par le cierge. Lui qui partage la même condition avec Dieu a accepté la mort au fin de racheter le peuple de Dieu. Un exemple à suivre pour se libérer des maux qui rongent la nature humaine. En la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus dans la commune de la Gombe, le décor a été religieusement planté, car l'espérance de tous a jailli du tombeau. Le Christ est sorti libre et vainqueur. Le célébrant du jour, le père Kiala Weslas, a convié la communauté paroissiale à la culture de l'amour et de la paix. Selon lui, il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, comme l'a dit Jésus. En l'église protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo, dans la commune de la Gombe, c'est toujours le même événement. Le tombeau est vide. C'est l'absence réelle de la dépouille mortelle de Jésus-Christ. C'est la vraie bonne nouvelle selon les prédicateurs. Le professeur Raymond Angendou Mongenzo, coordonnateur du collège pastoral, l'homme de Dieu a insisté sur 3 éléments dans son homélie. Il s'agit notamment de l'absence de cadre où Jésus devrait reposer éternellement, de la représentation de Dieu et de la présence spirituelle de Jésus. Autre temps fort de ce culte était la Sainte Seine, repas que le Christ a partagé avec ses disciples. Prélude du banquet céleste, seuls les hommes de bonne volonté y auront part au ciel. Le culte pascal a fait l'objet d'une symphonie aux airs mélodieux, d'une douce musicalité et assortie merveilleusement des faits d'allégresse. Si le Christ n'était pas ressuscité, vint serait notre foi, a renchéri le professeur Raymond Angendou Mongenzo. Et l'une des confessions que vous n'avez pas vues dans ce condensé, c'est l'église du Christ au Congo. Les fidèles de cette église ont eux aussi célébré dignement la résurrection du Christ. Voici quelques moments forts de la célébration de ce dimanche. La Pâque est la fête la plus importante pour tout chrétien. Elle commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a racheté l'homme de l'esclavage, du mal et du péché. L'essence de la Pâque est la victoire de la vie sur la mort, a souligné l'homme de Dieu, l'orateur du jour, le révérend pasteur Jean-Roger Munanga dans sa prédication tirée dans les livres de Jean 6, 53 à 57. Jésus savait quand il venait dans le monde, il va mourir. Il le savait. Il le savait. Jésus est venu, il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. De son côté, le révérend pasteur Lazare Kassilembo Ngumbi de l'église 5e Selpa Oracle de l'Éternel, ravi de cette cérémonie, parle de l'œuvre de la croix. Cette célébration est très riche même en couleurs parce que nous célébrons la Pâque chrétienne qui est différente de la Pâque juive. Pour nous chrétiens, nous célébrons la Pâque qui est le passage de la mort à la vie. Christ est mort, mais surtout qu'il est ressuscité, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, la Bible dit notre foi
n'allait pas avoir de raison d'être. Autre moment fort de cette célébration, à la cérémonie de la Sainte Seine, qui dit de même, après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Ainsi, deux louanges et d'adoration ont sanctionné la fin de ce culte dominical consacré à la célébration de la fête de la Pâque à l'église 5e ciel par oracle de l'Éternel, située dans la commune de Lagombe. Vous l'avez sûrement déjà lu dans les kiosques à journaux ou ailleurs, le magazine Ici et ailleurs n'est plus à présenter. Sa dernière édition publiée ce week-end au sortir du mois de mars a mis en valeur les prouesses des femmes congolaises. La première dame de la République et porte-voix de femmes, Denise Diakeru Tshisekedi, a pris part à cette publication officielle. Naïcha Kiala. Le mois de mars est passé, la femme a été célébrée dans toutes ses dimensions et la variété de son action dans les efforts pour le développement individuel et collectif. Salué par tous. Le magazine Ici et ailleurs l'a immortalisé et par le fait même maintient permanente la sensibilisation par ce 9e numéro dédié. La première dame de la République, Denise Diakeru Tshisekedi, qui a été et qui est dans tous les combats pour le positionnement des questions des femmes aux agendas de priorité nationale, a au cours de ce mois de mars rencontré les femmes de l'élite, femmes d'affaires, politiques et celles maraîchères. L'épouse du chef de l'État caresse l'ambition de voir émerger un leadership féminin transformateur, consciencieux et participatif. Elle ne pouvait pas s'empêcher de prendre part à la cérémonie de sortie officielle de ce numéro, Ici et ailleurs. Je me réjouis d'être aujourd'hui au milieu de ces femmes qui, sans relâche et avec dignité, portent notre nation. Vous êtes entrepreneurs, cadres d'entreprise, employées, commerçantes, femmes ménagères ou encore jeunes entrepreneurs. Votre travail de chaque jour est une valeur inestimable qui tient notre société dans la bonne direction. Quand il nous arrive d'avoir un moment de doute face à l'obstacle ou à l'adversité, quand on pense que la marche est trop haute pour être franchie, souvenons-nous de tous les combats qu'on nous disait impossibles, mais que nous avons finalement remportés haut la main. Souvenons-nous du chemin jusqu'ici parcouru et armons-nous d'espoir et de courage pour l'avenir. De l'autonomisation de la femme à l'entrepreneuriat féminin, en passant par la masculinité positive, tous les panélistes sont unanimes. Le potentiel d'une nation réside dans le développement de son capital humain. Actrice publique ou dans l'ombre, la femme en est la pièce maîtresse. Lorsque nous avons démarré nos activités au guichet des créations d'entreprises, pour atteindre aujourd'hui pratiquement 35% de création d'entreprises par les femmes. Donc c'est une progression qui est édifiante, qui montre le dynamisme des femmes entrepreneurs. Ça fait très longtemps, surtout par rapport à la première dame, que nous la suivons de près. Nous trouvons qu'elle fait un travail exceptionnel dans le sens où elle permet à ce que les meilleurs des talents que nous avons, surtout de la gente féminine, puissent aller de l'avant. Les efforts pour une participation effective de la femme au développement de nos communautés trouveront toujours un écho favorable auprès de la très distinguée première dame. Le forum francophone sur le VIH-Sida s'est clôturé ce week-end à Kinshasa. Un appel à la reconnaissance de l'importance de la santé sexuelle a été lancé lors de la clôture. Suivez ce reportage de Louise Nsakala. Parmi les résolutions et recommandations des Assises de Marseille, les participants se sont convenus de mobiliser les moyens nécessaires pour que chacun puisse bénéficier de son droit à un état de bien-être physique, émotionnel et social en relation avec la sexualité. Le PVVIH et les acteurs francophones en appellent au pouvoir public de créer un environnement favorable au déploiement de l'offre en santé sexuelle à travers le système de santé et communautaire et de reconnaître le rôle clé des acteurs communautaires. Ils ont suggéré aux partenaires et autres bailleurs de fonds pour financer plus d'interventions de santé sexuelle telles que l'offre de prévention. Cette prise en considération de la santé sexuelle se base sur le respect des droits des uns et des autres. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette conférence Afravi 2022 de la stratégie antirétrovirale à l'échec et résistance au VIH en passant par la prévention de la transmission et les politiques de santé et droits humains. Les Assises de Marseille ont tenu toutes leurs promesses. Et forte d'une communauté talentueuse et dynamique, l'Afravi a plusieurs défis majeurs à relever.
Vous l'aurez donc compris, le forum s'est bien tenu à Marseille en France et non à Kinshasa. On revient justement à Kinshasa où Denis Kadima était hier à la mosquée de Mpassa. Le président de la CENI était allé témoigner sa gratitude aux responsables et fidèles musulmans pour leur implication à la formation du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Tétis Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a été l'hôte de la communauté islamique à la mosquée de Lampassa ce samedi 16 avril 2022. Denis Kadima Kazadi est allé témoigner sa profonde gratitude à cette communauté qui le remercie pour le soutien qu'elle lui a apporté pour accéder à ce poste. La compétition était rude. Le soutien de la communauté islamique m'a permis que je sois élu président de la CENI. L'officiant du jour, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, a exprimé les vifs remerciements de sa communauté à l'endroit du président Denis Kadima Kazadi, lui qui est le premier à accomplir ce geste de solidarité. À la fin de tout, la communauté musulmane lui a remis quelques produits de consommation courante pour la rupture du jeûne du mois de Ramadan qui interviendra le lundi demain prochain. Vous l'avez compris, nous sommes bien dans la seconde partie de cette édition qui s'ouvre par la rétrospective des activités déployées par le chef de l'État au courant de la semaine. Une semaine marquée par une série de visites d'inspection, notamment au centre de production du Daipen. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait également inauguré une usine de recyclage de déchets bouteilles plastiques. La semaine du président, c'est avec Pierre Kibambe-Somoïsa. Des questions liées à la paix, la sécurité, les infrastructures et l'intégration régionale étaient au cœur des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la communauté de développement d'Afrique australe, Elias Magossi. Ce dernier a indiqué que le président Félix-Antoine Tshisekedi, élu par ses pairs en août 2021, en tant que président entrant de la SADC, prendra ses fonctions au mois d'août prochain lors des assises de cette organisation sous-régionale. À la Cité de l'Union africaine, par visioconférence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de la SADC. Au cours de ces assises, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe et du Mozambique ont examiné le rapport des activités ainsi que les budgets de la mission de la SADC au Mozambique, la SAMIM. La ville de Kinshasa vient d'être dotée d'une usine moderne de recyclage de bouteilles plastiques. Kintoko OK Plast a été inaugurée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'avenue Poilour à Kingabwa, Limete. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source de revenus et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko, fruit d'un partenariat public-privé avec la société Okeplast du groupe Angel Cosmétiques. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine qui a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour. Le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Okeplast. Le chef de l'État a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération. Sous les explications du directeur général des Okeplast, l'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique, après celle du Nigeria, et la première en Afrique centrale. Faire du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé une unité de production garantissant l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa, c'est la détermination du président de la République. Le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des unités de production du Daipen dans la périphérie est de la capitale. Grâce à un partenariat public-privé conclu entre le gouvernement et la société israélienne LR Group Limited, le Daipen a investi dans l'aviculture, l'agriculture et la production des aliments pour bétail. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu
Particulièrement les dossiers M23 étaient au centre des échanges que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, Wang Zia, en présence de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. À la presse, le haut fonctionnaire des Nations Unies a indiqué que cette entrevue s'inscrit dans le cadre de sa prochaine communication au Conseil de sécurité des Nations Unies le 27 avril prochain à New York. Conduit par le Premier ministre Sama Lukonde, une délégation des députés nationaux du Grand Katanga ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a exhorté ses élus du peuple à la gestion responsable de leur communauté pour la cohabitation pacifique de toutes les populations habitant le Grand Katanga. Dans le dossier que nous vous proposons ce soir, nos reporters font la lumière sur ce qui reste du célèbre centre de formation Marie-Antoinette de Mbandaka, un centre qui tient encore d'un fil sa réputation, faisant face à de nombreuses difficultés. Les responsables de cet établissement en appellent à l'aide, particulièrement à la première dame qui depuis un temps s'est engagée dans l'éducation des jeunes et particulièrement de la jeune fille. Bobete Ingali Samba. De nos jours, comme par le passé, le centre féminin Maman Antoinette de Mbandaka, une des œuvres sociales de feu Maman Mobutu, contribue à la formation et à la professionnalisation de beaucoup d'élites féminines. L'initiatrice de cette œuvre avait bien voulu encadrer ces enfants et leur donner le sens de maîtriser le métier pour que ces enfants puissent se prendre en charge elles-mêmes. École maternelle pour filles et garçons, enseignement primaire et secondaire et professionnel pour filles vulnérables ou désœuvrées, école des arts et métiers pour encadrement et réinsertion sociale des filles mères. Ce centre a su imprimer une certaine autonomisation des milliers de femmes congolaises. Auparavant, on prenait les élèves seulement pour le cycle court. On doit les prendre en charge, on va les scolariser. 4 ans après, elles connaissent le métier et on les laisse dans les champs. Je suis en 6e coupe couture. Cette option, elle est pratique, donc je n'aurai pas à dépendre d'une autre personne. Quand j'aurai mon diplôme, déjà je serai en mesure de coudre, j'aurai mon propre argent, donc je serai indépendante moi-même. Aujourd'hui, avec l'ouverture aux filières autres que techniques, diverses opportunités s'offrent aux filles de s'orienter dans plusieurs domaines. Néanmoins, les difficultés ne manquent jamais. Les difficultés rencontrées dans notre métier ici, c'est d'abord les matériels que nous devons utiliser pour encadrer les enfants en tant que couturiers, tels que les machines par exemple. Si nous n'avons pas de machines, comment les couturiers peuvent faire son travail? Quand je parle des matériels, je parle aussi des tissus et d'autres matériels comme garniture pour faire son travail, mieux son travail. Les difficultés sont légion. Au moment où je vous parle, jusqu'à présent, nos agents ne sont pas payés. Si je prends par exemple la coupe et couture, ça nécessite que nous ayons un lot vraiment important de machines à coudre. Et il y a aussi le secrétariat informatique. Là aussi, ça nécessite, pour bien encadrer les enfants, il faut avoir des ordinateurs. La nouvelle de la réhabilitation du centre féminin Maman Antoinette de Kinshasa par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi en octobre 2021 a suscité une lueur d'espoir. Le staff dirigeant attend beaucoup de la première dame de la République. Je demande aux autorités de nous aider avec des machines, surtout des machines. Voyez le nombre d'élèves que nous avons au centre féminin. Pour résoudre ces difficultés, si on nous dotait avec de matériel qui peuvent nous aider, que l'école puisse avoir une autonomisation. Du côté de l'école maternelle, les salles de classe de tout petits n'ont visiblement pas reçu un coup de pinceau de peinture et les couleurs de la Deuxième République en disent long. Pas d'installation hygiénique viable pour ces moins de 5 ans, le bâtiment nécessite une cure de jouvence.
Clôture, ezali te. Ozomona eza na clôture te. Ndako ba ezali mingi te. Ba matériel didactique, ba ardoise na tableau pe baby simandako kuna pe wese eza ya kobeba presque tout. Autre préoccupation exprimée, la régularisation de la situation administrative des éducatrices. Le centre féminin Maman Antoinette de Mbandaka peut répondre ses lettres de noblesse dans l'éducation de la jeune fille, de la fille mère. Il fait partie des prestigieuses structures à préserver. L'invité de ce journal, c'est le professeur Béa Kamba. Il est vice-doyen de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors avec vous, nous allons parler ce soir d'un projet que vous soutenez à Corée-Acri depuis un temps et qui malheureusement se trouve encore dans les phares du gouvernement. C'est le projet de création des grandes écoles polytechniques et d'ingénierie. Professeur, une première question. Pourquoi créer des écoles de polytechnique et d'ingénierie maintenant? En fait, quand on prend le reportage que vous venez de faire passer, vous voyez l'état de nos écoles. Ça caractérise le sous-développement dans lequel on est, qui est défini tout simplement par le PNUD, par 3 éléments essentiels. Nous avons d'abord l'accès à l'eau, donc l'accès à l'eau, aux infrastructures, aux systèmes de santé corrects. Deuxième élément, c'est les niveaux d'éducation de la population. Troisième élément, les revenus. Faute des revenus, faute d'industrie, on se retrouve dans cet état qu'on venait de montrer. L'importance de ces écoles, c'est que nous voulons que les pouvoirs publics se décident d'arrêter ce que nous venons de voir, de se dire maintenant, stop, on veut nous développer. Et pour se développer, il n'y a pas 50 stratégies, il faut former beaucoup d'ingénieurs. Les systèmes d'enseignement que nous avons aujourd'hui forment à peine une centaine d'ingénieurs par an, alors qu'il y a une relation directe entre les pays développés et le nombre d'ingénieurs qu'ils forment. Par exemple, je m'ai documenté ce matin par rapport à ce sujet. L'Inde forme par an presque 1,4 million ingénieurs. La Chine, presque entre 600 000 et 1 million. Vous descendez comme ça, les États-Unis dans les 235 000, la France 37 000, et nous sommes à 100. Il n'y a pas photo. Le nombre d'ingénieurs impacte considérablement le niveau de développement. Pourquoi? Parce que c'est l'ingénieur qui est le détenteur de la technologie. Exactement, professeur. Pour y aller un peu rapidement, sur le plan pratique, nous sommes à la centaine de diplômés d'ingénieurs par an, vous l'avez dit. Quels sont les indices importants que le gouvernement peut utiliser pour essayer d'appuyer ce projet sur le plan pratique, avec déjà la centaine d'ingénieurs que nous avons? En fait, on ne peut pas... D'abord, il faut décider de dire, voilà, nous voulons nous développer. Pour se développer, il y a une décision volontariste qu'il faut prendre. Il y a une politique qu'il faut mettre en place. Je vous informe que l'UNESCO a fait un rapport en avril l'année passée. Je vous rappelle que ce projet est inscrit au programme du gouvernement. Pour l'instant, il est dans les tiroirs. L'UNESCO fait des recommandations. Il a fait un rapport sur l'ingénierie au service du développement durable. Qu'est-ce qu'il dit, l'UNESCO, par rapport à ces recommandations? Première recommandation, l'UNESCO invite les pouvoirs publics, donc les gouvernements, les facultés, donc toutes les institutions qui forment des ingénieurs, les professionnels, les associations d'ingénieurs, pour qu'ils fassent la promotion sur l'importance de l'ingénieur pour atteindre les objectifs de développement durable. L'importance de l'ingénieur, parce que c'est la clé. C'est l'ingénieur qui est le détenteur de la technologie. Deuxième recommandation de l'UNESCO, c'est que les pouvoirs publics, les mêmes institutions, puissent trouver des fonds, faire des stratégies pour trouver des fonds et arriver à former le plus d'ingénieurs possible. C'est ce que nous faisons comme démarche, ce que nous faisons comme bruit depuis 2019, sans aucun résultat. Dernière recommandation, toujours pour atteindre le plus d'ingénieurs possible, l'UNESCO recommande que les pouvoirs publics et les parlements puissent mettre en place des lois qui permettent à ce que beaucoup de jeunes, y compris surtout beaucoup de jeunes filles, puissent choisir le métier d'ingénieur
Cela pour augmenter considérablement le nombre d'ingénieurs. Vous avez cité tout à l'heure le nombre d'ingénieurs que chaque pays développé, en tout cas le plus puissant, forme par an. Il n'y a pas photo, il y a une relation directe entre le développement et le nombre d'ingénieurs parce que les ingénieurs, c'est eux qui font l'industrie, c'est eux qui créent des choses, c'est eux qui innovent. Alors, professeur, avec tous ces éléments, selon vous, pourquoi ce projet ne passe pas pour l'instant? Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir que nous sommes héréditaires d'un système d'enseignement qui nous a été légué par la Belgique, qui avait un objectif très simple et très louable à l'époque. Former des cadres pour l'administration belge et former des cadres pour l'exploitation minière. Ça s'arrête là. Il n'y avait pas un objectif de développement derrière. Et nous sommes restés avec ce système des Belges. Sans les Belges, forcément, l'État ne fait rien pour pouvoir changer cela. Ce que nous proposons dans notre projet, c'est que nous disons que l'État doit se dire, maintenant là, on doit nous développer. Ça veut dire qu'on doit financer l'enseignement. Ça veut dire qu'on doit financer la recherche intensément. Ça veut dire qu'on doit se donner des objectifs du genre, voilà, dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est un projet qui nous projette dans l'avenir. Ce n'est pas un projet pour 5 ans, c'est un projet qui dit, voilà, dans les 30 ans qui viennent, nous devons être capables de former au moins 50 000 ingénieurs par an, si pas 60 000, etc., et nous mettre sur la voie du développement. Alors, vous l'avez dit, le projet se trouve dans le programme du gouvernement. À l'action 247. Nous vous laissons quelques secondes, 15 minutes pour lancer un message, par exemple, au gouvernement. Qu'est-ce que vous direz en 15 secondes Je pense que ce que je venais de dire est largement suffisant. Nous invitons les pouvoirs publics à suivre les recommandations de l'UNESCO. Peut-être avant, ils ne suivaient pas mes recommandations, mais maintenant qu'on voit bien que le rôle de l'ingénieur est bien inscrit, parce que quel est le premier objectif du développement durable? C'est éradiquer la pauvreté. On éradique la pauvreté en créant des richesses, et ça se fait dans les entreprises, ça se fait dans les industries, et c'est là que l'ingénieur a un rôle important, parce que c'est lui qui innove, qui crée de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Merci beaucoup, professeur, d'être passé sur ce plateau. Nous espérons que votre message est bien passé, qu'on aura dans les prochaines années, pourquoi pas, des ingénieurs formés et des techniciens de terrain dans tout le secteur. Merci à vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions comme invité du journal le professeur Beya Kamba. Il est vice-doyen de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Avec lui, nous avons donc discuté de la création des grandes écoles polytechniques et d'ingénierie. On reste dans le secteur de l'éducation pour parler cette fois de la recherche scientifique avec l'inauguration du nouveau bâtiment pour le Centre de recherche en sciences humaines. Un résultat obtenu grâce aux efforts concentrés par le ministère de tutelle sur la modernisation de différents centres du pays. Marie Kalang. 1% du produit intérieur brut, plus exactement 0,59%, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique ne cesse de fournir des efforts pour le progrès dans la modernisation des instituts et centres de recherche sous sa tutelle. Au centre de recherche en sciences humaines, crèche en sigle, la salle José Mpanda a servi de cadre pour la double cérémonie d'inauguration des locaux réhabilités en hommage au patriarche Joseph Iléo Songo et du vernissage de la revue congolaise des sciences humaines et sociales par le ministre José Mpanda Kabango. Pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, il s'agit bien de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec la rénovation et la modernisation des infrastructures de base. Un exemple positif qui doit être copié par les autres instituts et centres de recherche, a martelé José Mpanda, qui a salué le renforcement dans la rigueur dans la gestion du personnel administratif et scientifique du crèche. Le patron de la recherche a également apprécié la vision de la revue congolaise des sciences humaines qu'il a portée sous les fonds baptismaux. Je souhaite bienvenue dans les paysages de publications techniques et scientifiques du Congo et du monde cette revue congolaise des sciences humaines. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabango, a profité de ces instants pour annoncer que le budget de l'exercice prochain intègre une enveloppe supplémentaire à titre d'augmentation de la rémunération du personnel de son ministère. L'appropriation du système LMD en temps des licences, master, doctorat est au centre d'attention des scientifiques depuis un temps. La question était à l'ordre du jour de l'atelier sur la pédagogie nationale clôturé ce week-end. Bouyan Mungala.
Depuis la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, tout le secteur est en ébullition. Et pour cause, l'appropriation du système LMD en République démocratique du Congo est un véritable défi. L'atelier national consacré à la pédagogie universitaire répond à cette préoccupation. Le système LMD permet aux étudiants de faire beaucoup de recherches parce qu'on réduit quand même les heures de cours et puis les étudiants descendent sur terrain, font beaucoup de recherches et pour pouvoir aller de l'avant. Nous sommes ici dans la mise en œuvre d'une réforme aussi grande que celle que nous connaissons, la réforme LMD. Il faut que les gens fassent les choses autrement. Pour le faire autrement, il faut qu'on leur donne des secrets pour pouvoir le faire autrement. C'est pour cela, cet atelier qui est l'atelier qui porte sur la pédagogie universitaire, il y en a qui sont de nouveaux docteurs, il y a d'autres qui sont déjà des enseignants depuis longtemps à l'université, il y en a encore qui préparent leur thèse. Nous avons voulu les outiller pour que cette année qui commence, lorsqu'ils vont être dans les salles de classe, qu'ils fassent les choses autrement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire congolais. Le gouvernement de la République a pris l'option de rendre effectif le système LMD au niveau des classes de recrutement. Ils sont aux premières loges dans la prise en charge de malades et pourtant ils se sentent derniers du point de vue de la considération. Les infirmiers de la maternité de Kintambo à Kinshasa déplorent le traitement leur infligé par le responsable. À la base, une affaire de primes non équitable. Chimène Dondo, explication. La maternité de Kinshasa est une institution médicale de référence dans la ville-province Kinshasa. Elle dispose d'un personnel diversifié, parmi lesquels les infirmiers et les infirmières. Il est un fait que la maternité ne peut pas exister sans infirmières. Seulement, voilà, les infirmiers constatent qu'ils font partie du personnel marginalisé. Cette situation se vérifie à l'occasion de partage d'une importante somme d'argent versée à la maternité par le Trésor public pour compenser le frais de prise en charge de femmes de policiers. Face à une injustice permanente, les infirmiers ont crié ras-le-bol. Les chefs de service qui travaillent ici à la maternité de Kintambo, ça fait plusieurs mois que les chefs de service n'ont pas touché leur argent. Et la prime de garde pour les infirmiers et les sages-femmes, ça fait plusieurs mois. Donc rien n'est payé. Et même les transports pour certains, donc on ne sait pas expliquer le tout. Mais ce qui prime aujourd'hui, c'est l'argent qui a été déposé par la FARDC. Nous voulons connaître combien a été déposé et nous voulons recommencer avec les calculs de... En criant l'injustice dont ils sont victimes à la maternité de Kintambo, les infirmiers ont interpellé les autorités compétentes. On va boucler cette édition avec les images qui nous proviennent du Kasai Chikapa où 200 policiers viennent d'achever une formation sur les violences basées sur le genre. Les policiers formés sont donc appelés au bon sens. Heureusement, malheureusement, il n'y a que 6 femmes parmi les 200 policiers formés. Regardez. Pose de la première pierre pour le début des travaux s'est déroulé au terrain commissariat de référence situé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Kanzala. Le colonel Michel Kilundu, qui représentait les commissaires divisionnaires à cette cérémonie, témoigne de toute sa gratitude à l'OIM pour la construction de ces commissariats de référence. La cérémonie de séjour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité. Cette œuvre grandiose, exécutée par l'OIM en concession avec PNUD et ONU Femmes. Aujourd'hui, l'œuvre se concrétise en conclusion un commissariat de référence de Kanzala et 4 sous-commissariats dans la même commune. Projet réalisé avec les soutiens financiers du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par OIM, PNUD et ONU Femmes, comme le précise ici Frédéric Saez, représentant du chef de mission de l'OIM
en République démocratique du Congo. Ce bâtiment est construit pour rendre la police beaucoup plus proche de la population. Le souhait de l'OIM est une collaboration de la police avec l'entreprise pour que les travaux se passent dans les meilleurs délais et sans encombre. Si tout va bien, dans 4 mois sera érigé le commissariat sur ma gauche. Gaston Koleti-Mwanga, vice-gouverneur de province, qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ce commissariat de référence dans la commune de Kanzala, n'a eu de mots justes pour dire merci aux bailleurs. Complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Retrouvez à 23h Peggy Mukunda pour la suite. Moi, je retrouve le dimanche prochain pour la grande édition de Journal Magazine avec le même plaisir. Bonsoir.